Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient n'atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk,
d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Enki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des seconds et premiers siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. C'est comme si l'archéologie s'était récemment éveillée, avec l'ambition soudaine d'enflammer l'actualité par des révélations capables de transformer notre vision du passé. De la découverte de fossiles de dinosaures en Iowa, à la traduction de mauvais présages gravés sur des tablettes babyloniennes, l'histoire révèle plus de secrets qu'elle ne l'a jamais fait. Lorsque le Vésuve entra en éruption en 79 de notre ère, il figea la cité dans le temps. Certaines des découvertes les plus marquantes furent profondément émouvantes, comme cette femme parée d'un bracelet d'or, tenant un enfant dans ses bras, ou ses deux sœurs étreintes par la peur. C'était du moins l'interprétation des scientifiques. En 2024, des analyses ADN de pointe ont remis en cause ces lectures anciennes. La mère de la maison du bracelet en or s'est avérée être un homme arborant un bracelet de 30 carats. Quant à l'enfant, il n'existait aucun lien de parenté entre eux. Et les deux sœurs? L'une était en réalité un homme, l'autre reste une énigme. Certains pensent à un couple, mais la vérité demeure enfouie dans les méandres du temps. En parlant de réécrire l'histoire,
Une autre découverte bouleversante nous vient de la Babylone antique. Des archéologues ont récemment déchiffré des textes vieux de 4000 ans qui se sont révélés porteurs d'annonces particulièrement funestes. Ces textes, que l'on pense originaires de Sippar, ville proche de l'Euphrate dans l'actuel Irak, évoquent les éclipses lunaires, ces moments où l'ombre de la Terre obscurcit la Lune, que les Babyloniens considéraient comme de mauvais présages. Une éclipse pouvait annoncer des fléaux, des pénuries, voire l'effondrement du royaume. Mais l'aspect le plus surprenant est que les Babyloniens avaient mis au point des stratégies pour contrer ces mauvais augures. Ils convoquèrent des prêtres pour accomplir des rituels, ou consultèrent des oracles pour obtenir conseil. Ces anciens astrologues prenaient leur fonction très au sérieux. Il ne s'agissait pas seulement d'observer les astres, mais bien de protéger le royaume. Auguste, premier empereur de Rome, n'était sûrement pas un personnage anodin. Les archéologues avaient déjà mis au jour les vestiges de ces luxueuses villas, lieux de fête et de pouvoir. Mais ils pensent désormais avoir localisé l'endroit où il aurait été inhumé. Aux abords de Naples, une structure ancienne a été découverte sous les fondations d'une villa. On y a trouvé un dispositif similaire à un système de chauffage moderne, sans doute destiné à alimenter des thermes. Des rayons entiers d'amphores suggèrent que l'endroit aurait été reconverti en lieu de culte. Bien que la nature exacte des lieux demeure incertaine, s'il s'agissait de la dernière demeure d'Auguste, l'impact sur notre compréhension de l'histoire serait majeur. Tandis que la Rome antique continue de livrer ses secrets, les fameuses lignes de Nazca, au Pérou, dévoilent elles aussi des aspects ignorés. Ces géoglyphes monumentaux, façonnés il y a plusieurs millénaires, n'avaient été explorés qu'en partie. Jusqu'à maintenant. Des chercheurs ont entraîné une intelligence artificielle pour analyser 630 km² de terrain. Grâce à cet outil, ils ont identifié plus de 300 nouveaux dessins, incluant des lamas, des silhouettes humaines et des visages étranges. L'algorithme, initialement conçu pour décrypter des manuscrits calcinés du Vésuve, a permis de doubler le nombre de motifs connus. L'histoire ancienne entre ainsi dans l'ère numérique. En Bulgarie, des archéologues ont fait une trouvaille inattendue dans un lieu peu propice à l'émerveillement, un égout. En 2024, les chercheurs ont exhumé une statue en marbre de 2 mètres de haut représentant Hermès, le dieu grec des voyageurs et du commerce, parfaitement conservée sous plusieurs couches de terre. Selon les experts, la statue aurait été dissimulée après un tremblement de terre survenu en 388 après Jésus-Christ, qui avait gravement endommagé la ville. En cette période, le paganisme reculait tandis que le christianisme s'imposait comme religion officielle de l'Empire romain. Nombre d'idoles furent détruites. Mais il semble que certains habitants aient choisi de préserver leurs dieux en les cachant sous terre. Explorer le lit de la Tamise s'apparente à fouiller sous votre lit, mais en nettement pire. Ce fond boueux regorge d'objets abandonnés, parmi lesquels une police de caractère légendaire. Au début du XXe siècle, 2 hommes inventèrent la police de caractère Dove, destinée à l'impression d'ouvrages raffinés. Mais à la suite d'un conflit violent, l'un des créateurs jeta l'ensemble des caractères métalliques dans le fleuve. Un siècle plus tard, en 2014, un designer désireux de ressusciter cette typographie se lança dans une quête. Et, en 20 minutes à peine, il retrouva les premières lettres. Grâce à l'intervention de plongeurs, d'autres furent récupérés. Certains de ces caractères ressuscités sont désormais visibles dans un musée. Il ne se passe pas grand-chose dans l'Iowa, ce qui explique pourquoi la découverte d'un squelette de mastodonte vieux de 13 000 ans a fait sensation. En 2022, un chercheur a reçu la photo d'un fémur géant, probablement issu d'un animal préhistorique. Il a fallu 2 années entières pour réunir les fonds nécessaires à l'excavation. Mais en 2024, les archéologues ont enfin pu commencer les fouilles. En 12 jours, ils ont exhumé un crâne de mastodonte remarquablement bien conservé. Une première pour un État du Midwest. Voilà une découverte qui aurait de quoi rendre jaloux Indiana Jones. Et pour cause, elle a eu lieu à Petra, l'ancienne cité jordanienne visible dans l'un des films. Sous le trésor de Petra, les archéologues ont mis au jour une chambre vieille de 2000 ans contenant au moins 12 squelettes ainsi que des objets en bronze et en fer. Construite par les Nabatéens, cette pièce offre de nouvelles perspectives sur leur rituel funéraire encore très mal connu. L'un des éléments les plus étonnants, un calice en céramique que l'un des squelettes serrait dans ses mains.
Au Pérou, les archéologues ont fait une découverte qui bouleverse les manuels d'histoire. Une souveraine précolombienne. Sur le site vieux de 16 siècles de Pañamarca, les scientifiques ont mis au jour une salle du trône ornée de fresques éclatantes. On y voit des femmes en train de filer ou de tisser, des hommes portant la couronne, et même une femme couronnée en train de s'adresser à un homme oiseau. Cette découverte laisse penser que les femmes moches n'étaient pas que des figures religieuses, mais qu'elles détenaient également un véritable pouvoir politique. Les micro-maisons sont un concept très actuel, mais les archéologues pensent en avoir trouvé une version antique à Pompéi. Contrairement aux demeures romaines traditionnelles, avec leur vaste atrium destiné à recevoir, celles-ci n'en possédaient pas. En revanche, elles regorgeaient d'œuvres d'art. À l'intérieur, on a découvert un autel décoré de peintures représentant rapaces, moineaux, serpents et plantes. L'autel abritait aussi des objets rituels comme une lampe et un brûleur d'encens, ce dernier contenant encore des résidus d'herbes parfumées. En 2021, des chercheurs explorant le fond de la mer Baltique ont découvert un mur de pierre gigantesque dissimulé sous l'eau. Long de 2,5 km, le Blinker Wall pourrait bien être la plus ancienne construction humaine d'Europe. Situé à 20 mètres de profondeur, il se compose de quelques 1400 petites pierres. Agencé entre 300 énormes blocs rocheux pesant jusqu'à 142 tonnes. Daté de plus de 10 000 ans, le Blinker Wall est plus ancien que Stonehenge ou les pierres de Karnak. Il aurait été bâti à une époque où la zone n'était pas encore submergée. Les scientifiques pensent qu'il servait à la chasse aux rennes, en guidant les animaux vers un lac où ils pouvaient être capturés. Ah, et puis, il y a cette dalle de granit découverte dans la région d'Abydos, en Égypte. On pensait d'abord qu'elle appartenait à 2 dignitaires influents de l'Égypte antique, mais de récentes recherches ont révélé qu'il s'agissait en fait d'un fragment du sarcophage du pharaon Ramsès II, l'un des pharaons égyptiens les plus renommés. Un chercheur a identifié sur cette dalle une gravure précieuse, mentionnant le nom de Ramsès II. Ce grand roi a gouverné l'Égypte il y a plusieurs millénaires. Et après sa mort, son tombeau a été pillé, entraînant plusieurs déplacements de sa dépouille et de ses objets funéraires. Cette découverte indique que certains biens de Ramsès sont resservis après le saccage de sa sépulture. Elle illustre aussi le fait que les tombes de l'Égypte antique faisaient souvent l'objet de pillages, les objets précieux qu'elles contenaient étant ensuite remis à profit. Tout récemment, un événement inattendu a eu lieu lors d'une fouille menée à Norton Disney, en Angleterre. Alors qu'un bénévole du club local d'histoire et d'archéologie recherchait des pièces anciennes et des broches, il a mis au jour un étrange dodécaèdre romain. Ce petit objet creux, composé d'un alliage de cuivre et présentant 12 faces pentagonales, était enfoui depuis 1700 ans, mais son état de conservation était étonnant. Plus de 30 spécimens similaires ont été retrouvés au Royaume-Uni, sans que personne ne sache avec certitude à quoi ils servaient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'outils de mesure ou de calendrier, tandis que d'autres y voient des objets rituels. Le groupe de Norton Disney estime pour sa part que ces dodécaèdres étaient probablement des symboles liés à des cérémonies religieuses, car la plupart ne présentent aucun signe d'usure lié à un usage. C'était le plus gros poisson que notre terre ait jamais vu, et sa morsure était assez puissante pour écraser une voiture. La plus grosse dent de mégalodon qu'on ait retrouvée mesurait la longueur d'une télécommande, soit 18 cm. Et il consommait environ 1100 kg de nourriture par jour. C'est l'équivalent de 3300 boîtes de thon. Les plus anciens fossiles de mégalodon remontent à environ 20 millions d'années. Mais vous ne verrez jamais son squelette. Et c'est parce que le puissant mégalodon n'avait pas d'os. Un squelette fait d'os confère à la plupart des animaux leur forme et leur force. Cependant, les requins proviennent de la même sous-espèce que les raies et les poissons-scies, et ont du cartilage à la place des os. Le cartilage est un tissu plus tendre et plus flexible que l'os, mais il est tout de même assez solide pour donner forme au corps et protéger les organes internes. Certaines zones du corps sont plus flexibles, puisque le cartilage y est moins robuste, et d'autres, comme la tête du requin, sont beaucoup plus résistantes grâce à un cartilage calcifié. Leurs museaux, cependant, sont faits d'un cartilage très souple, afin d'agir comme pare-choc en cas de collision avec certains obstacles. Qui sait s'ils seraient capables d'accomplir tout cela avec un pesant squelette. De plus, ce cartilage rend leur mâchoire plus adaptable, et ils peuvent ainsi
ouvrir beaucoup plus grand la bouche qu'avec une mâchoire faite d'os. Notre héros, Meg, n'y faisait pas exception. Et il avait la morsure la plus puissante de tous les êtres vivants, ce qui était également rendu possible par son squelette fait de cartilage. Les requins tirent pleinement parti de celui-ci. Il les aide à nager et à pivoter rapidement pendant la chasse. Un inconvénient de ce type de squelette est qu'il était vraiment difficile pour les scientifiques de déterminer la taille et la forme de notre Meg. En temps normal, ils le feraient en étudiant un squelette fossilisé ou seulement quelques os. Mais dans le cas du mégalodon, ils ont dû émettre des suppositions sur la base des dents qu'ils avaient entretrouvées en les comparant avec celles de leurs parents vivants. Une imagerie 3D récente a été partiellement basée sur des scans de vertèbres que l'on avait découvertes dans les années 1860. Ce modèle a montré que Meg était plus grand, plus rapide et même plus affamé que les scientifiques ne l'avaient cru auparavant. Il semblerait qu'un mégalodon moyen mesurait 16 mètres de long. C'est légèrement plus grand que la hauteur du panneau Hollywood. Et qu'il pesait 10 fois plus lourd qu'un éléphant, soit 67 tonnes. On comptait aussi des spécimens excédant les 20 mètres. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de comment le mégalodon a pu atteindre une telle taille. Le fait qu'il y ait eu des mégalodons plus grands et d'autres plus petits est probablement dû à une chose que l'on appelle la règle de Bergman. Elle stipule que la température de l'environnement ambiant affecte la taille du corps de l'animal, car ils doivent soit en conserver, soit en dissiper la chaleur. Les mégalodons qui sont parvenus à atteindre des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de masse corporelle pour assurer leur survie à des températures aussi basses. Et ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petites pour éviter de se chauffer. Si les calculs des chercheurs sont exacts, cela signifie également que Meg atteignait une vitesse de croisière de plus de 5 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que les autres requins. Le grand requin blanc contemporain peut parcourir une distance de près de 11 000 km sans s'arrêter, ce qui représente 9/10 de la longueur du diamètre de la Terre. Mais il semble que le mégalodon aurait pu aller beaucoup plus loin. Les mégalodons sont parvenus à subsister sur notre planète presque 70 fois plus longtemps que les humains n'ont vécu. Ils ont parcouru les océans pendant environ 20 millions d'années, et ils vivaient de pratiquement partout, sauf près des pôles. Les scientifiques ont découvert les fossiles les plus septentrionaux au large du Danemark, et les plus méridionaux, jusqu'en Nouvelle-Zélande. La raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement qu'ils se sont seulement adaptés aux eaux tropicales et subtropicales. Les plus jeunes préféraient rester près du rivage, tandis que les adultes pleinement développés préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient facilement se déplacer en haute mer également. Lorsque notre planète a traversé une période globale de refroidissement et de sécheresse et que les mers ont commencé à geler, il y a environ 3,6 millions d'années, il y avait de moins en moins de place pour que le Meg puisse prospérer. Nombre de ses proies, comme les petites baleines, les phoques et les tortues de mer, ont disparu ou migré vers des eaux qui étaient trop froides pour lui. Et dans le même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les petits requins prédateurs, le grand requin blanc et les baleines, n'a fait qu'augmenter. Ce bouleversement de la chaîne alimentaire aurait été encore plus dangereux pour le Meg que le refroidissement des eaux. Nous avons l'habitude de ne les voir à l'écran que comme des monstres sans cœur, mais ces énormes requins étaient en réalité des pères de famille attentionnés. Les scientifiques ont découvert plusieurs zones de reproduction de mégalodons en Floride, dans le Maryland, au Panama et au large de l'Espagne. Il semble qu'ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Après quoi les petits mégalodons demeuraient avec les adultes pour les protéger et les élever jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se défendre contre les prédateurs. Le puissant Meg possédait 276 dents dans sa bouche, réparties en 5 rangées. Tout comme les autres requins, il était prompt à remplacer ses dents usées ou perdues. Ces 4 ou 5 rangées de dents agissaient essentiellement comme un tapis roulant, capable de remplacer progressivement les dents endommagées. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement vu pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Bien que le grand requin blanc soit souvent mentionné comme le plus proche parent de notre Meg, il serait en fait de lointains cousins. Les ancêtres de l'actuel grand requin blanc ont existé en même temps que le mégalodon. Mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, et étaient même rivaux. Le grand requin blanc ne remporterait jamais un combat face au mégalodon.
Mais c'était un meilleur chasseur, tirant parti de sa taille réduite et de son agilité, pour se saisir rapidement des proies du géant. Cela ne laissait que les baleines et les plus gros poissons pour le meg. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers de nouvelles eaux plus fraîches. Plutôt qu'un grand requin blanc, le mégalodon s'apparente plus à un requin bulldog moderne. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate, et d'immenses nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille. Nous parlons aussi du meg comme d'un géant éteint, mais pouvons-nous être sûrs à 100% qu'il ne se cache pas quelque part alors que nous parlons? Après tout, nous n'avons exploré que 5% de nos océans tout au plus. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Vous pourriez y plonger la totalité du mont Everest, et il vous resterait plus de 2 km avant d'atteindre la surface. Si un ou deux mégalodons avaient besoin d'un endroit où se cacher, ce lieu serait parfait. Ce ne serait cependant pas l'endroit le plus confortable où vivre, avec ses eaux froides et son obscurité totale. De plus, la pression y est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la surface. Donc, si un mégalodon se cachait vraiment là-bas, il aurait de sérieux problèmes avec ses dents, car le calcium se désagrège à une telle pression. Pour survivre ici, il devrait également apprendre à se repérer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il aurait soit dû se rendre bioluminescent, soit développer d'énormes yeux comme le calmar géant. Si le meg était resté fidèle à ses préférences alimentaires, il devrait manger des poissons plus petits. Et cela nous causerait quelques soucis, surtout pour ceux d'entre nous qui en raffolent. Et comme l'océan ne se refroidit guère ces jours-ci, les mégalodons en apprécieraient à la température et se reproduiraient plus rapidement que jamais. Ces géants poseraient alors de gros problèmes pour les navires de fret et les bateaux de croisière. Si tu es un grand amateur de champignons, tu vas adorer l'Armillaria. Il est plus grand que n'importe quelle plante du coin, pastèque, pin ou même baobab. Il est même plus gros qu'un éléphant ou qu'un mégalodon. Ces champignons couvrent des kilomètres et des kilomètres de la forêt nationale de Malheur en Oregon, et c'est l'organisme le plus ancien de notre planète. Certains ont jusqu'à 8650 ans. La forêt amazonienne est si grande qu'elle couvre 9 pays différents d'Amérique du Sud. Le fleuve Amazone s'étend sur plus de 6500 km et c'est le deuxième plus long fleuve du monde après le Nil. Mais il y a un fleuve en Amérique du Sud qui est encore plus grand que l'Amazone, et même 2 fois plus grand. Il s'agit de la rivière Amza. Alors pourquoi n'est-elle pas sur la carte? Parce qu'elle coule à 4 km sous l'Amazonie. Au fin fond de l'Amazonie, tu trouveras une rivière dont le nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle ne bout pas vraiment, mais elle peut atteindre la température nécessaire pour faire cuire des pâtes. La rivière est pleine de vapeur, ce qui est un avertissement pour que les animaux sauvages restent à l'écart. Une rivière chaude signifie généralement qu'il y a un volcan à proximité, pourtant le volcan le plus proche est à des kilomètres. La plus grande supercolonie de fourmis connue, composée de fourmis d'Argentine, a été découverte dans le sud de l'Europe. Elle s'étend sur près de 6000 km. À titre de comparaison, de New York à Los Angeles, il n'y a que 4000 km environ. Elle compte des millions de nids et des milliards de fourmis ouvrières. Ces fourmis sont si intelligentes qu'elles peuvent même reconnaître leurs camarades des extrémités opposées de la colonie. Certains scientifiques pensent qu'elles peuvent même traverser les océans, car des fourmis similaires ont été retrouvées aussi loin qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie. La plus grande et la plus ancienne prairie de la planète n'est pas sur Terre, mais au fond de la mer Méditerranée. Elle pourrait avoir environ 100 000 ans. L'algue dont est composée cette prairie est appelée Posidonie, ou herbe de Neptune, probablement parce qu'elle a une magnifique teinte vert bleuté. Quelle est sa taille? Plus de 2 fois la taille du New Jersey. La plus grande nuée d'oiseaux jamais vue était composée d'environ 1,5 milliard d'oiseaux, déferlant sur l'Afrique. Ils se regroupent très rapidement, parfois en quelques heures, et il peut y avoir des centaines de millions d'oiseaux dans un seul groupe. Cette beauté au bec rouge est l'un des oiseaux les plus nombreux de la Terre. Seuls les pigeons et les poulets sont plus nombreux. Il y a 20 à 22 milliards de poulets sur Terre. En ce qui concerne les animaux, les rats dominent le monde. Il y a des rats partout. Et autrefois, les gens avaient l'habitude de dire qu'il y avait autant de rats que d'êtres humains. Il s'avère que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que l'on ressent parfois. Si tu veux vivre dans une zone totalement exempte de rats, essaie de déménager en Antarctique.
En bonus, c'est aussi une zone sans fourmis. Mais il y a un problème, c'est aussi une zone sans personnes. Imagine maintenant l'animal le plus rare, voire inexistant. Tu as pensé à une licorne ? Eh bien, dans le monde réel, les saolas sont aussi appelés licornes asiatiques, à cause de leurs cornes uniques et de la très faible probabilité que tu en croises un. Ils ressemblent à des antilopes, même si techniquement, ce sont des bovins. Les chercheurs ne savent pas grand-chose sur eux, car il faudrait en apercevoir un pour l'étudier. Le pando, et non pas le panda, n'est pas seulement un arbre ou une forêt, comme beaucoup de gens le pensent, mais une colonie entière d'arbres composés de peupliers faux-trembles. Ces arbres tirent leur nom du son bizarre qu'ils émettent lorsque le vent passe dans leurs branches. Tous ces arbres sont génétiquement identiques. Dans l'Utah, il y a une colonie d'arbres composée d'environ 47 000 trembles. Elle couvre une superficie équivalente à 2 fois la ville de Washington DC. Il y a 32 000 ans, vivait un écureuil qui adorait les graines et un jour, il en a caché pour se régaler plus tard. Elles sont restées cachées pendant 32 000 ans. Ce n'est pas l'intrigue d'un dessin animé ou d'un conte de fées, c'est une histoire complètement vraie. Des scientifiques ont réussi à trouver des graines cachées dans le permafrost à plus de 30 mètres de profondeur, et ils les ont même ramenées à la vie. Si tu descends un jour le fleuve Mékong, tu auras peut-être la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever dans les airs. Certains locaux les appellent boules de feu Naga. Leur taille varie énormément, puisque ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Le nombre de boules de feu par nuit varie de quelques dizaines à plusieurs milliers. Les scientifiques n'ont pas d'explication tangible sur la raison de ce phénomène, mais il s'agit probablement d'une sorte de gaz inflammable libéré par l'environnement marécageux. Ces boules de feu apparaissent aussi dans certaines histoires et contes de fées du folklore local. Le Caño Cristales, ou rivière aux 5 couleurs de la Macarena en Colombie, ressemble à un arc-en-ciel liquide. Il contient des nuances de jaune, vert, bleu, rouge et même de noir. Tout cela grâce à une variété de plantes cachées dans la rivière. Le rouge vient d'une plante qui colle au lit de la rivière, le jaune vient du sable, l'eau elle-même est bleue car elle reflète le ciel, les algues rendent l'eau verte et le noir vient des roches noires qui jonchent la rivière. De toutes les couleurs, c'est généralement le rouge qui ressort le plus. Bizarrement, il n'y a pas de poissons dans cette rivière, juste quelques amphibiens, reptiles et environ 420 types d'oiseaux. Les gens qui vivent dans la partie centrale et rurale de la Norvège, près de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent être témoins de lumières flottantes de différentes couleurs. Certaines sont blanches, d'autres jaunes. On peut même parfois voir du rouge dans le ciel. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit et à une époque, dans les années 80, elles étaient aperçues environ 20 fois par semaine. Elles peuvent durer quelques secondes seulement ou jusqu'à 1 heure. Les lumières se déplacent, c'est pourquoi elles semblent flotter ou se balancer. Mais que sont-elles ? Certains scientifiques pensent qu'elles sont causées par de la poussière de fer ionisée. D'autres affirment qu'il s'agit de sortes de combustion entre le sodium, l'oxygène et l'hydrogène. Si tu te promènes sur la plage quelque part en Californie, ne panique pas si tu vois des poissons qui cachent leur queue, comme le font parfois les chiens. Les grugnons sont un type de poisson connu pour leur rituel d'accouplement bizarre. Ils enfoncent leur queue dans le sable afin de pondre des œufs. Les œufs restent cachés dans le sable pendant 10 jours. Tout cela se produit généralement lorsqu'il y a une marée haute. 10 jours plus tard, la marée haute suivante arrive et emporte les poissons nouvellement éclos dans l'océan. Toutefois, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi ils se donnent tant de mal pour cacher leur queue. Sur les rives glaciales de la mer Baltique, il y a un endroit appelé la forêt dansante. Les pins y sont crochus et tordus. C'est probablement le sol meuble et sablonneux qui a fait que ces arbres se tordent de cette façon. Une autre raison pour laquelle ces arbres sont si tordus pourrait être les vents forts. Certaines personnes affirment que la raison est plus mystérieuse et que cette forêt est un lieu où les énergies positives et négatives se rencontrent. Les habitants disent que si tu passes par l'un des anneaux de ces arbres, cela ajoutera une année supplémentaire à ta vie. Intéressant. Les pierres qui marchent, aussi appelées pierres mouvantes, se déplacent à travers l'une des nombreuses vallées de Californie, laissant de longues traînées derrière elles. Les chercheurs ont enregistré plusieurs vidéos en time-lapse de ces pierres mouvantes, et ils ont même installé des puces GPS sur certaines pour prouver qu'elles se déplacent à des vitesses tout à fait incroyables. Enfin, pour des cailloux. Et ils ont prouvé que personne ne les déplaçait en cachette.
Beaucoup de gens pensent que ces pierres bougent de cette façon à cause des fines couches de glace qui se forment pendant la nuit lorsque la température descend sous le point de congélation. Ces délicates couches de glace fondent le lendemain sans laisser de traces. La pluie n'est pas courante à Oakville, dans l'État de Washington, mais cette dernière histoire n'a toujours pas d'explication vraisemblable. Un jour, au lieu de gouttes de pluie normales, les habitants d'Oakville ont vu des gouttes translucides ressemblant à de la gelée tomber du ciel. On les a appelées les blobs d'Oakville. Ceux qui se sont approchés de très près de cette étrange pluie ont ressenti de graves symptômes de grippe peu après. Les chercheurs qui ont étudié ces gouttes ont affirmé que les blobs contenaient des sortes de globules blancs. Certaines personnes pensent que les gouttes étaient des méduses évaporées. Si c'est vrai, comment sont-elles arrivées là-haut? Que faisaient-elles dans le ciel? Pourquoi sont-elles tombées? Et tant d'autres questions. Est-ce que ça aurait pu être un avion de ligne volant au-dessus de leur tête et qui a accidentellement déversé son... Non, pas possible. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers.
Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-États des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des 3 Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050.
Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station Spatiale Internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture, mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate. Salut, que dirais-tu d'un petit plongeon dans l'océan et dans le temps il y a plus d'un demi-milliard d'années? Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas à la recherche du mégalodon ou des reptiles marins géants. Il s'agit plutôt d'une créature bizarre, à l'aspect surnaturel appelée Anomalocaris. Le nom signifie « pas comme les autres crevettes », et tu vas voir qu'il est amplement mérité. La créature ressemble à un croisement cauchemardesque entre une crevette et un mille-pattes. 2 tentacules qui dépassent de son visage, chacun d'entre eux étant doté de dents acérées comme des rasoirs. Et ce truc fait à peu près la taille de ta jambe. Grâce à un mouvement ondulatoire de ses nageoires de chaque côté du corps, elle était plutôt gracieuse pour une créature aussi terrifiante. Elle était également plus avancée que toute autre forme de vie sur la planète à l'époque. Notamment en ce qui concerne ses énormes yeux. Tu as une lentille dans chacun des tiens. Cette crevette géante en avait 16 000, soit 4 fois plus qu'une vulgaire mouche. Et tu sais combien leur vision est bonne, assez bonne pour esquiver ta main à chaque fois. Tout cela a permis à Annie de devenir l'un des premiers animaux de la planète à se nourrir d'autres animaux. En d'autres termes, le tout premier prédateur de la Terre. Son plat préféré était les trilobites. Ce sont les vieux ancêtres des crabes. Certains de leurs fossiles portent des marques qui ont la même forme que les pièces buccales des monstrueuses crevettes. Ces terreurs du passé sont devenues aussi énormes grâce à une quantité plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère. Un exemple parfait de cela est Meganeuropsis. Imagine une libellule aussi grosse qu'un chat, et avec une envergure d'aile plus grande que ton bras. Megan, la libellule de la taille d'un monstre, pouvait facilement attraper d'autres insectes ou même de petits animaux. Et elle battait l'air avec des mouvements rapides. À l'époque, il n'y avait pas encore de gros oiseaux ou d'autres ennemis aériens pour cette bestiole monstrueuse, donc elle était en sécurité et libre de se développer aussi largement que cette planète le lui permettait. Les piranhas du passé avaient aussi une taille monstrueuse. Les méga-piranhas étaient environ 3 fois plus grands que les poissons carnivores d'aujourd'hui. Leur force de morsure était à peu près la même que celle d'un tigre, sachant que ces félins rayés mordent 2 fois plus fort que les lions. Cela signifie que non seulement ils mangeaient probablement d'autres poissons et des créatures terrestres qui s'approchaient trop près de l'eau, mais qu'ils pouvaient aussi facilement s'attaquer à de grosses tortues malchanceuses et d'autres créatures à carapace. Et fait amusant, les piranhas modernes aboient comme des chiens lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en confrontation, même si cela ressemble plutôt au bruit d'une grenouille. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler le rugissement de leurs cousins géants? Que dirais-tu des scorpions de mer géants de la taille de ton lit? Retourne environ 460 millions d'années en arrière et tu pourras en voir. Mais fais attention à cette queue. Les scientifiques ne savent toujours pas si ces créatures pouvaient l'utiliser pour injecter du venin comme les scorpions modernes. Mais dans le doute, il vaut mieux ne pas s'en approcher de trop près. Et puis, il y a ce type. Therizinosaurus. Terry ressemblait à une sorte d'oie au long bras, mesurant environ 2 étages de haut et d'une longueur supérieure à celle d'un autobus. Ses bras donnaient au T-Rex un aspect encore plus compact puisque chacun mesurait 2 mètres de long, presque le triple de ceux du T-Rex. Et au bout, ils avaient des griffes acérées comme des rasoirs, de la taille de ton bras entier. Mais ne t'inquiète pas trop de ces longues griffes. Terry les utilisait probablement pour fouiller dans des nids de termites géants. Cette énorme oie reptilienne était en effet plus intéressée par les insectes et les plantes. Megatherium est un autre méga-monstre. Ce paresseux géant pouvait regarder une girafe droit dans les yeux et peser autant qu'un hippopotame. Il se déplaçait principalement sur ses pattes arrière et utilisait sa queue massive comme support. Il avait des pattes énormes avec des griffes colossales de la taille d'un couteau. Le paresseux pouvait les utiliser pour se défendre de ses ennemis et pour plier les branches des arbres à la recherche de nourriture. Mais le plus grand danger pour le paresseux géant n'était pas les dinosaures ou les tigres à dents de sabre. C'était notre propre espèce. Oui, les humains sont arrivés juste à temps pour rencontrer ce type. Et pour le décimer.
Le Titanoboa était un terrifiant serpent de 15 mètres, aussi long que le mégalodon lui-même. Il était également plus de 2 fois plus lourd que le champion des poids lourds parmi les serpents d'aujourd'hui, l'anaconda vert. Les crocodiles étaient régulièrement sur le menu de ce serpent. Le Titanoboa pouvait nager 3 fois plus vite que le nageur olympique le plus rapide que notre espèce ait jamais vu. Il était d'ailleurs plus rapide et plus dangereux dans l'eau qu'en dehors. Et n'oublie pas la partie boa de son nom. Ce serpent massif n'était pas venimeux, mais il aimait les étreintes. Tu te souviens de cette crevette géante de tout à l'heure? Eh bien, Opabinia pourrait être sa petite cousine, mais de la taille d'un doigt. Et au lieu de 2 tentacules, cette chose avait une sorte de tuyau d'aspirateur qui sortait de son visage. Au bout de cette trompe, elle avait ce qui ressemble à une pince de crabe. Ajoute 5 yeux et une bouche sous sa tête et tu auras le portrait d'une créature semblant provenir d'une autre planète. Sauf qu'elle vivait vraiment sur Terre. Cette créature utilisait sa trompe comme le fait un éléphant. Sa griffe attrapait la nourriture au fond de l'océan et l'amenait jusqu'à la bouche. Elle était tellement bizarre qu'apparemment, lorsque le scientifique qui l'a découverte a présenté ses trouvailles à un public, ils ont tous ri comme s'ils plaisantaient. Et maintenant, un monstre de la vie réelle, le monstre Tully. De loin, il ressemble un peu au monstre du Loch Ness, Nessie, avec son long cou et ses mâchoires bordées de dents. Mais rapproche-toi et tu verras que c'est plutôt un long nez avec une bouche attachée au bout, comme un moustique. Ses yeux sont plus éloignés et sortent de tubes en forme d'escargot. Tully était un ancien mollusque de la taille de ton avant-bras. Il se nourrissait probablement de méduses et de crevettes il y a 300 millions d'années. Thylacos minus te fera sourire, tant que tu ne t'approches pas trop. Non, ce n'est pas un cousin du tigre à dents de sabre. C'est un marsupial, ce qui le rend plus proche d'un kangourou qu'autre chose. Et si on les ramène à la taille de son corps, ses crocs étaient en fait plus longs que ceux d'un tigre à dents de sabre. Et il ne cessait de croître. Quant à cette barbe sur son menton, c'est en fait tout son menton. L'os de la mâchoire inférieure grandissait jusqu'à un point situé sous la bouche. Ses crocs étaient enracinés dans le crâne et remontaient jusqu'à ses yeux. Quand la bouche était fermée, cette barbe osseuse protégeait les longues dents pointues de la rupture. Stagonolepis ressemblait peut-être à un gros crocodile au museau écrasé, mais il était surtout inoffensif. Sa petite tête et son faible nombre de dents laissaient le reptile assez démuni pour se protéger. Mais c'est à cela que servaient toutes ces écailles blindées. Et pas besoin de crocs énormes ou de longues rangées de dents acérées comme des rasoirs quand tu es un mangeur de plantes. Le bout de son museau en forme de bec permettait au Stagonolepis de déterrer des plantes. Donc en réalité, ce reptile ressemblait plus à un cochon à écailles de 3 mètres. Le Basilosaurus était une sorte de baleine ancienne qui vivait sur notre planète il y a environ 45 millions d'années. Il n'était pas aussi grand qu'une baleine bleue, mais tout de même assez grand pour se nourrir des autres baleines et même des requins. Certaines personnes pensent que ces monstres pourraient encore exister aujourd'hui. Des témoins oculaires affirment avoir vu un dragon marin géant. Et le Basilosaurus correspond à la description. De plus, 90% de nos océans sont encore inexplorés, ce qui fait beaucoup de place pour cacher un monstre marin, aussi gros soit-il. Mais les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles de cette ancienne baleine de moins de 3,7 millions d'années. Ce mythe est donc détruit. Le stégosaure est l'un des dinosaures les plus reconnaissables qui ait jamais vécu. Il se distingue facilement par les énormes pointes de sa queue et les plaques osseuses de son dos. Il était 2 fois plus grand qu'une girafe et près de 5 fois plus lourd. Mais par rapport à sa taille, il avait le plus petit cerveau du monde. Il n'était pas plus grand que celui d'un chien. Pelagornis avait la plus grande envergure de tous les oiseaux jamais découverts. Il était 2 fois plus grand que le plus grand oiseau d'aujourd'hui, l'albatros hurleur. Ses ailes énormes rendaient le décollage de l'oiseau difficile. Il ne pouvait le faire qu'en sautant des falaises. Et quand il déployait finalement ses ailes, ce géant ne pouvait voler qu'à environ 65 km/h. L'oiseau le plus rapide aujourd'hui peut atteindre une vitesse 5 fois supérieure. Bien, regardez cette créature. De quoi pensez-vous qu'il s'agit? D'une plante? D'un animal? Ou peut-être même d'une sorte de champignon sauvage? À première vue, ce fossile pourrait passer pour une forme ou une autre de vie ancienne, et ça fait 150 ans que les scientifiques se grattent la tête à son sujet. Mais il semble que nous soyons enfin sur le point de résoudre le mystère de cette espèce inconnue. Il y a très longtemps, durant la période dévonienne, les plantes commençaient à peine à pousser sur la Terre,
Les arbres les plus grands n'atteignaient que quelques dizaines de centimètres de haut, et les animaux n'avaient pas encore évolué au point de posséder des colonnes vertébrales. Mais dans ce paysage s'élevaient d'immenses tours naturelles, des espèces de cylindres ou de troncs dépourvus de branches qui pouvaient atteindre 8 mètres de haut et près d'1 mètre de large. Quel contraste avec les arbres minuscules! Lorsque les scientifiques ont découvert pour la première fois les fossiles de ces organismes géants, ils furent totalement déconcertés, car ces créatures préhistoriques étranges ne ressemblaient à rien de ce qu'ils connaissaient. Certains pensèrent qu'il s'agissait d'étranges arbres à cônes. D'autres se dirent qu'il s'agissait de plantes aquatiques, comme des algues géantes ou des lichens, des organismes à mi-chemin du champignon et de l'algue. Ces objets mystérieux reçurent un nom, Prototaxites. Lorsque les scientifiques les étudièrent de près, leur structure interne leur rappela tout un tas de choses différentes. Ils ne croyaient pas vraiment à la réalité d'un champignon ou d'une algue de 6 mètres de haut, mais c'est pourtant ce que leur montraient ces fossiles. Par la suite, la plupart des scientifiques conclurent que les prototaxites étaient des champignons géants. Mais quelque chose ne semblait pas coller. En 2007, ils décidèrent de résoudre le mystère des prototaxites et effectuèrent un test chimique sur les fossiles. Ainsi, ils purent examiner les différents types de carbone qu'ils contenaient et les comparer à ceux des plantes ordinaires de la même période. Si les prototaxites avaient été des plantes, ils auraient trouvé des correspondances dans les ratios de carbone, mais ce ne fut pas le cas. Cela signifiait que les prototaxites n'étaient pas des plantes et que leur carbone ne provenait pas de la photosynthèse. Le processus ressemblait davantage à celui des champignons. Pourtant, il ne ressemblait en rien aux champignons que nous connaissons aujourd'hui. Les prototaxites étaient des géants, sans doute les plus grands êtres vivants de leur époque. Mais si ces étranges créatures préhistoriques étaient en quelque sorte des champignons, il est curieux qu'il n'ait aujourd'hui aucun parent vivant qui leur ressemble. Donc, si nous rassemblons toutes ces informations, nous pouvons conclure que les prototaxites étaient une forme de vie entièrement séparée qui n'a produit aucune descendance. Les prototaxites ne sont pas les seuls organismes sans classification. Il y a environ 600 millions d'années, il n'y avait ni poissons, ni requins, ni crabes, seulement des formes de vie très simples, des algues et des bactéries qui dérivèrent dans des mers calmes et peu profondes. Mais il y avait aussi des créatures étranges et totalement différentes de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Des sortes de fougères sous-marines qui restaient parfaitement immobiles et absorbaient les nutriments directement dans l'eau. Ces formes de vie étranges portaient le nom de rangéomorphes. Ils dominaient dans les océans, qui étaient alors très riches en nutriments. Ils n'avaient besoin ni de bouche, ni d'yeux, ni de muscles pour survivre. Ils absorbaient simplement autour d'eux ce dont ils avaient des besoins. Certains étaient aussi petits qu'un doigt, tandis que d'autres atteignaient les 2 mètres de haut. Mais lorsque la Terre entra dans la période cambrienne, les océans devinrent beaucoup plus compétitifs. Des créatures rapides, pourvues de membres, d'yeux et de mâchoires, firent leur apparition dans les océans. Elles mangeaient plus vite, et se nourrissaient peut-être même des rangéomorphes. La chimie des océans commença également à changer, et les eaux riches en nutriments devinrent plus semblables aux océans d'aujourd'hui, où la nourriture flotte sous forme de particules que les animaux actifs ramassent. Les rangéomorphes disparurent à jamais, mais les scientifiques trouvent encore leurs fossiles partout dans le monde, préservés dans des roches anciennes. Ils possédaient une forme que l'on appelle fractale, avec des motifs qui se répètent à chaque niveau, des plus petites branches jusqu'à l'ensemble du corps. En utilisant des indices fossiles, les chercheurs ont pu construire des modèles informatiques en 3D des rangéomorphes, et ils ont découvert que ces étranges créatures préhistoriques occupaient leur espace de manière presque parfaite. Mais les scientifiques ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la place exacte des rangéomorphes dans l'arbre de la vie. Au début, ils se demandaient s'il s'agissait de plantes, d'animaux, de champignons ou de quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, la plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait bien d'animaux primitifs. Mais ils étaient si différents des animaux qui vinrent après eux qu'ils mériteraient d'être classifiés complètement à part, dans ce que les scientifiques appellent un clade. Et puis, il y avait les Dickinsonia, des organismes préhistoriques si étranges que les scientifiques ne surent pas s'accorder sur ce dont il s'agissait pendant près de 100 ans. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une amibe unicellulaire géante. D'autres, qu'ils avaient affaire à un type de lichen, ou peut-être d'une forme de vie que l'évolution a décidé de ne pas conserver. Ce organisme bizarre vivait il y a environ 558 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, des requins ou même des insectes. Après de nombreuses années d'études, des chercheurs australiens ont finalement obtenu la preuve que Dickinsonia était un animal, et possiblement le plus ancien jamais découvert. Ils ont résolu ce mystère grâce à des molécules de graisse fossilisées, et remarquablement bien préservées,
qui s'était coincé dans la roche près de la mer Blanche. Ces molécules étaient un type de cholestérol, le genre de graisse que l'on trouve dans les cellules animales. Si le cholestérol est présent, il provient presque certainement d'un animal, un peu comme de l'ADN animal. Dickinsonia a vécu des millions d'années avant ce que les scientifiques avaient calculé au départ, et ne ressemblait en rien aux animaux modernes. Cet organisme n'avait ni tête, ni bouche, ni bras, ni jambes, et certainement pas d'organes. Il avait une forme ovale, comme un énorme cloporte ou une dragée aplatie, avec d'étranges crêtes traversant tout son corps. Certains étaient minuscules, mais d'autres atteignaient jusqu'à 1,5 mètres de long, soit presque la taille d'une personne. Il ne nageait ni ne marchait, il reposait simplement sur le fond marin, absorbant les nutriments ou captant des substances à travers sa peau. Il fut difficile à identifier car la plupart des fossiles provenaient de roches à haute pression, où la chaleur avait détruit toutes les matières organiques délicates nécessaires à une étude complète. Pour atteindre les bons fossiles, les chercheurs durent descendre en rappel des falaises de 91 mètres, extraire d'énormes blocs de grès, les jeter au sol, les laver, puis répéter le processus. Et à l'intérieur de l'une de ces dalles de grès, ils trouvèrent le fossile qui vint tout changer. Il leur permit de confirmer que Dickinsonia était bien un animal, et à prouver que des formes de vie complexes existaient avant la diversification du Cambrien, lorsque des tonnes de nouveaux animaux avec os, yeux et membres apparurent soudainement. Les scientifiques pensent que l'endroit où ils ont trouvé ces fossiles pourrait contenir plus d'indices sur les formes de vie anciennes. Pendant longtemps, les scientifiques n'eurent aucune idée de ce qu'était un autre groupe ancien, les myxomycètes. Ces masses étranges et gélatineuses qui palpitent et suintent sur les bûches pourries et le sol des forêts ne sont pas des champignons tels que nous les connaissons, malgré ce que l'on a pensé pendant très longtemps. En fait, elles ressemblent davantage à des amibes, des organismes unicellulaires et mous qui peuvent se déplacer. Il existe plus de 900 espèces de myxomycètes dans le monde entier. Vous les trouverez dans le sol, dans les litières de feuilles, et surtout sur le bois en décomposition. Les scientifiques en ont même trouvé piégées dans de l'ambre datant de 100 millions d'années, et elles ressemblent exactement aux myxomycètes modernes. Les scientifiques savent encore très peu de choses sur la manière dont les myxomycètes interagissent avec les autres espèces, quel rôle elles jouent dans les écosystèmes, et comment elles pensent, sans cerveau, nerfs ou centre de contrôle. Mais ainsi que nous le constatons, elles sont capables de prendre des décisions et de s'adapter à leur environnement. Cela les rend très semblables aux insectes sociaux, comme les fourmis ou les abeilles, ces organismes composés d'une multitude d'individus capables d'agir avec intelligence et unité. Des scientifiques ont réussi à entraîner des myxomycètes à résoudre des labyrinthes. Elles réagissent à différentes substances chimiques et savent étudier leur environnement. Elles apprennent notamment grâce à un processus qui porte le nom d'habituation. C'est comme lorsque vous devez vous habituer à l'eau froide après avoir plongé dans un lac, ou quand vous cessez d'entendre un bourdonnement agaçant au bout de quelques minutes. Votre cerveau vous aide à ignorer ce qu'il juge être sans danger. Certaines myxomycètes sont capables de faire cela. Si elles sont confrontées à des conditions défavorables, comme des environnements salés, secs ou acides, elles commenceront tout d'abord par essayer de les éviter. Mais si elles y trouvent de la nourriture, elles se forceront à s'habituer. Si par exemple, vous plongez des myxomycètes dans le sommeil et que vous les réveillez un an plus tard, pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariout. Cette découverte a fait se foncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Kom El Nugus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides,
Le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crue sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais, et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Kom el-Nougus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique. Mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leurs bâtiments. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée. L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact, Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire. Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Eh oui, cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton ». Le disque solaire, en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton.
et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ces idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance, justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de Laton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale, un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhkare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton. Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « une croix marque l'endroit », empruntée aux récits de pirates et aux aventures peuplées de cartes au trésor. Même si ces légendes ne sont plus en vogue, elles continuent d'inspirer nombre de passionnés d'antiquité qui arpentent de chaque jour champs et collines. L'un d'eux, sans carte ornée d'un X, vit son détecteur de métaux émettre un signal. Un jour d'avril 2025 baigné de soleil. Il venait de découvrir l'un des plus vastes dépôts monétaires jamais exhumés. Alors, de quel type de trésor s'agit-il exactement, et en quoi sa découverte revêt-elle un caractère aussi exceptionnel? C'est un passionné roumain, Marius Manjac, qui en est à l'origine. Selon ses dires, il cherchait simplement une bonne raison de prendre l'air et de faire un peu d'exercice. Lors d'une de ses balades avec son détecteur de métaux, à environ 50 km au sud-ouest de Bucarest, son appareil a capté un signal. En creusant à cet endroit, il découvrit plusieurs pièces d'argent enfouies peu profondément. Bien qu'oxydées, elles semblaient en excellent état. Ce type de corrosion se produit lorsque le métal réagit à l'humidité ou à l'air sur une longue période, altérant son aspect, de la même manière qu'une pomme tranchée se ternit après un long contact avec l'air. La pile de pièces ne tarda pas à croître de manière impressionnante. Il devint évident qu'elles étaient entassées dans un récipient en céramique. Le décompte final atteignit près de 1500 deniers d'argent, probablement enfouis il y a près de 1700 ans. Toutefois, ces pièces remontent au règne, allant de Néron à Marc Aurèle, couvrant plus d'un siècle d'existence de l'Empire romain, ce qui leur confère une ancienneté proche de 2 millénaires. La diversité des effigies impériales suggère une fortune accumulée sur une longue durée. Le système monétaire romain comportait une variété de monnaies, si bien que l'exclusivité des deniers d'argent dans cette cache intrigue. Cela reviendrait à enterrer l'équivalent de 15 000 € en espèces, mais uniquement en coupures de 10. Ce détail pourrait indiquer que le propriétaire était un marchand ayant dissimulé ses profits
durant une période incertaine. Il pourrait aussi s'agir tout simplement de l'épargne patiemment constituée sur une vie entière. Selon les empereurs et les périodes, la valeur du denier variait fortement. Ainsi, 1500 deniers pouvaient représenter une retraite confortable, ou s'avérer bien insuffisant. Au 1er siècle, un denier d'argent permettait d'acheter 12 miches de pain. Avec 5, on pouvait acquérir une amphore pleine de vin. Ce récipient en céramique, muni de 2 anses, servait à stocker et transporter du vin, de l'huile ou du grain. Il semblerait que ce soit précisément ce type de contenant qui abritait le trésor mis au jour. Les amphores romaines existaient en de nombreuses formes, mais furent progressivement standardisées comme unité de mesure, équivalent approximativement à 26 litres de liquide. Le lieu précis où le vase fut enfoui ne montre aucun signe de perturbation, ce qui laisse penser que le trésor a pu demeurer caché pendant tout ce temps. Pourtant, l'amphore était déjà fracturée lorsqu'elle fut découverte. Pourquoi aurait-elle été brisée, et qu'est-ce que cela signifie? Même si la cause exacte de cette fracture reste incertaine, les archéologues avancent l'hypothèse qu'elle aurait pu être volontairement provoquée dans le cadre d'un rituel protecteur préalable à l'enfouissement. Certaines civilisations anciennes avaient pour usage de briser des récipients rituels à des fins symboliques. Cela pourrait suggérer que l'amphore avait accompli son rôle, peut-être en tant qu'offrande sacrée ou comme moyen de dissuasion contre le vol. En somme, prenez mon argent, mais je garde mon précieux vase. Toutefois, de tels rituels sont peu attestés dans le monde romain, ce qui laisse la question entière. Peut-être s'est-elle tout simplement fendue à cause de la pression du sol, des cycles de gel et de dégel, de la croissance des racines, ou même du passage d'une taupe aveugle tâchant de se frayer un chemin. Bien que l'amphore et son contenu soient désormais entre les mains des spécialistes, leur découvreur a bien failli ne recevoir aucune récompense. Après avoir mis au jour le trésor, il lui fallait impérativement prévenir la police, afin de sécuriser le site. Mais le temps jouait contre lui. En Roumanie, un délai légal de 72 heures est imposé pour signaler toute découverte historique importante. Malheureusement, M. Manjac s'est heurté à un contretemps. C'était un jour férié, et les administrations compétentes étaient recloses. Il a donc passé les 2 journées suivantes à photographier avec soin chaque pièce de monnaie, avant de pouvoir remettre l'ensemble de ses trouvailles aux autorités. Le montant exact que M. Manjac pourrait percevoir reste inconnu du public, mais la législation roumaine prévoit généralement qu'un découvreur touche 45% de la valeur estimée de sa trouvaille. Une belle issue, quand on sait que tout cela a commencé par une simple promenade avec un détecteur de métaux. Depuis, le lieu de la découverte a été classé site archéologique, et toute fouille future devra s'effectuer sous la surveillance d'experts, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un prolongement à cette histoire. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce qui provoque les fameux signaux sonores des détecteurs de métaux et voyons s'il subsiste d'autres trésors encore enfouis à travers le monde. La majorité des modèles destinés aux amateurs reposent aujourd'hui sur une technologie appelée VLF, soit très basse fréquence. Lorsque vous balayez le sol avec l'appareil, sa bobine génère un champ magnétique invisible. Si un objet métallique, un clou, une alliance perdue ou une pièce d'argent romaine se trouve dans ce champ, il renvoie un signal. L'appareil le capte et émet un bip pour vous en avertir. Plus le signal est puissant, plus l'objet est probablement proche ou volumineux. En somme, il s'agit d'un procédé d'induction électromagnétique qui permet de faire réagir les métaux enfouis. Un peu comme si vous appeliez dans une caverne et écoutiez l'écho en retour. Fait amusant, les chauves-souris utilisent un principe semblable, mais fondé sur le son. On appelle cela l'écolocalisation. Si vous criez dans une grotte et les dérangez, elles peuvent émettre des clics aigus qui se répercutent sur les objets autour d'elles. Les échos ainsi produits les aident à déterminer la position de ce qui les entoure. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un visiteur malvenu, rien ne lui échappe. Tandis que les détecteurs de métaux s'appuient sur des ondes magnétiques, les chauves-souris misent sur les sons et leur résonance. Si cela vous a donné envie d'essayer un détecteur, quels sont les lieux à privilégier ? Monsieur Manjac s'est contenté d'une promenade, mais pour beaucoup, c'est un loisir passionnant qui peut enrichir l'histoire et rapporter gros. Et ce plaisir ne se limite pas à la Roumanie, il s'étend bien au-delà. Au Royaume-Uni, des régions comme le Norfolk, le Suffolk ou le Lincolnshire sont devenues des lieux de prédilection. On y retrouve régulièrement des pièces romaines, des objets vikings ou des artefacts médiévaux. À l'âge du fer, les populations enterraient souvent leurs biens. Certains chercheurs pensent que c'était une forme de stockage, d'autres un acte rituel. Dans un cas comme dans l'autre, de nombreux dépôts pourraient encore s'y trouver. La France regorge elle aussi de vestiges enfouis,
allant des trésors gallo-romains aux objets antiques. Aux Pays-Bas, une découverte récente a mis au jour un fragment d'une épée viking extrêmement rare. L'Écosse, quant à elle, n'est pas en reste. Des découvertes comme celle du trésor de Peebles offrent un nouvel éclairage sur les pratiques de l'âge du bronze. Si vous ne souhaitez pas partir en quête seul, sachez qu'il existe des circuits de détection organisés à travers plusieurs pays, proposant un accès encadré à des sites d'intérêt historique. Ces excursions sont idéales pour ceux qui recherchent des reliques anciennes. Mais si, à l'inverse, vous comptez plutôt enterrer un coffre et le soustraire au détecteur, jusqu'où devrez-vous creuser? La plupart des détecteurs de loisirs peuvent localiser un gros objet enfoui jusqu'à près d'1 mètre. En revanche, pour les pièces ou autres objets minuscules, il faudra se contenter de 15 à 30 cm. Il faut aussi savoir que l'humidité du sol peut jouer en faveur de la détection. Elle améliore la propagation des signaux et facilite la localisation des métaux enfouis. Les modèles professionnels, bien plus coûteux, reposent sur une technologie sophistiquée leur permettant de repérer de grandes masses métalliques jusqu'à près de 30 mètres de profondeur. Cette capacité s'accroît même lorsqu'il pleut. Toutefois, à moins de cacher votre trésor dans un lieu stratégique, il y a fort à parier qu'il ne sera jamais retrouvé. Pensez à marquer l'emplacement d'une croix sur votre carte. Un jour, je parcourais la jungle, muni d'une carte mal dessinée sur un morceau de tissu. Après des jours de marche, j'atteignis un ancien temple maya. Dès que j'y entrais, un bruit étrange se fit entendre. Je me retournai pour partir. Mais soudain, le sol se fissura sous mes pieds, et je tombai directement dans une tombe vieille de 1600 ans. Finalement, j'eus de la chance. Ce jour-là, je ressortis chargé des jades étincelants, de coquillages sculptés, et je trouvai aussi un masque effrayant. Sa malédiction me hante toujours aujourd'hui. Bon, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Ou peut-être que ça ne m'est même pas arrivé. Hélas, l'archéologie dans la vraie vie, c'est pas comme les films d'Indiana Jones. Cependant, les découvertes peuvent être tout aussi importantes. Surtout au Belize, où des archéologues viennent de découvrir la première tombe identifiable d'un souverain dans la ville maya perdue de Caracol. Après 40 ans de fouilles, une équipe a finalement réussi à ouvrir une chambre cachée, enfouie profondément sous une structure qu'ils avaient déjà étudiée. Et à l'intérieur de cette tombe, qui a environ 1600 ans, se trouvait Tekab Shak, le premier roi connu de Caracol. On traduit couramment son nom par « Dieu de la pluie et de la branche d'arbre », ce qui est très poétique et vraiment génial. Le roi Tchak était considéré comme une divinité maya qui contrôlait la pluie, le tonnerre et les éclairs. Selon le folklore, il utilisait des haches pour frapper des serpents porteurs de pluie dans le ciel, et il se mettait à pleuvoir. Le roi enterré est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et cette dynastie a duré plus de 460 ans. Et en jugeant par ce qui a été enterré avec lui, nous pouvons supposer que le roi Shahak était très admiré. Sa tombe contenait des perles de jade, des os sculptés, des bijoux en coquillage et des vases en poterie rituelle. L'un de ces vases représente Ekchua, la divinité maya du commerce, recevant des offrandes. D'autres montrent des prisonniers liés. Les archéologues ont su qu'ils avaient trouvé une haute royauté lorsqu'ils ont remarqué des quantités considérables de cinabre rouge dans la tombe, un matériau rare et coûteux propre au monde maya. Il y avait aussi un masque en mosaïque de jade, assemblé comme un puzzle pour couvrir le visage du roi d'un vert éclatant. On n'utilisait pas seulement le jade parce qu'il est très brillant. Il était sacré et symboliquement associé à la vie et à la mort. Le jade poli scintille comme s'il avait été trempé dans de l'eau, et il est froid au début mais se réchauffe rapidement dans la main. Pour les anciens mayas, cette qualité faisait du jade une substance vivante, respirante. Et pour cette raison, il possédait une grande importance religieuse et spirituelle. Les mayas l'associaient au souffle de la vie, à la royauté, à l'éternité. Couvrir de jade le visage de quelqu'un montrait à quel point cette personne était importante. Le masque du roi Shak n'a pas encore été examiné correctement, mais un autre masque célèbre, celui du roi Pakal, est lui constitué de plus de 346 fragments de jade vert. Un travail méticuleux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, symboliquement à propos de ce roi, c'est qu'il était vieux, pas seulement parvenu au bout d'une longue vie, mais vieux au point d'être édenté. Pour nous, cela signifie qu'il ne sait pas bien nettoyer les dents. Parce que non, on ne perd généralement pas ses dents simplement en vieillissant, à condition qu'on maintienne une bonne hygiène bucco-dentaire et qu'on ait les soins adéquats. D'un autre côté, selon les légendes mayas, les édentés possédaient des pouvoirs spirituels. Les dirigeants et les chamans servaient d'intermédiaires entre les différents royaumes, et dans l'art, les divinités âgées ou du monde souterrain
étaient souvent représentés sans dents. Et puisqu'on parle de monde, la cosmologie maya divisait l'univers en 3 couches. Le monde du haut était le domaine des dieux. Le monde du milieu était celui des hommes. Il reposait sur le dos d'une tortue ou d'un caïman géant et était entouré d'une mer primordiale. Et en dessous se trouvait le monde d'en bas, connu sous le nom de Xibalba, un royaume sombre et complexe, peuplé d'esprits et d'ancêtres. Et certaines personnes, notamment les dirigeants, les chamans et les anciens, étaient censés se déplacer entre ces mondes. Notre roi était un dirigeant, portait un nom de type divin et était un ancien édenté. Son niveau de puissance devait être incommensurable. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus inquiétant. La tombe était enfouie sous une autre tombe, découverte en 1993. Les archéologues enquêtèrent sur une autre sépulture lorsqu'ils ont réalisé qu'une autre chambre était cachée en dessous. Une cachette intéressante. Remarquablement, ça a fonctionné. Pendant plus de 1600 ans, personne ne l'a trouvée. Cela fait de la tombe de Tekab Chahak la première jamais découverte à Karakol, qui puisse être définitivement liée à un souverain connu, grâce aux hiéroglyphes, au contexte funéraire et aux artefacts. Si vous n'êtes pas fan de géographie ou d'histoire, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Karakol. Aujourd'hui, c'est une ruine isolée au cœur des jungles de l'ouest du Belize. Mais il y a environ 16 siècles, Karakol était l'une des plus grandes et des plus puissantes villes de tout le monde maya. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 200 km², ce qui, pour référence, est plus vaste que l'actuelle Belize City. Sa population était d'environ 100 000 personnes. C'est plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Et elle n'était pas seulement grande, elle était avancée. Karakol comptait des pyramides, des terrains de jeux de balles, des palais, des réservoirs et un système routier très complexe. Des autoroutes de calcaire s'étendant sur des kilomètres à travers la jungle. Des fouilles passées ont également mis au jour des pointes de flèches, des forêts, des fusailloles, des figurines et des outils du quotidien. La tombe de Tekab Chahak est l'une des 3 tombes principales trouvées dans l'acropole nord-est. Celle-ci est située près de Kahana. Le complexe architectural central de Karakol est l'un des plus hauts bâtiments construits par l'homme au Belize jusqu'à aujourd'hui. Il atteint une hauteur impressionnante de 43 mètres et comporte plusieurs étages où l'on trouvait l'élite et les temples. Mais même avec cette taille, trouver des tombes n'est pas du tout chose facile. La plupart ont déjà été pillées. Nous ne savons pas ce qui se cache encore là-bas. Et dans certaines zones, creuser risque de causer de dégâts. C'est pourquoi il a fallu des décennies aux chercheurs pour finalement trouver quelque chose d'intact. Toutefois, ils ont répertorié plus de 850 sépultures et 175 tombes à Karakol au cours de leur mission qui a duré 4 décennies. L'une des premières tombes, datant d'environ 350 de notre ère, est une sépulture par crémation contenant des artefacts rituels tels que des lames en obsidienne, des pointes de lance et des stylets de céramique associés au Mexique central. Si vous êtes archéologue, cette ville sera pour vous mine d'or historique. Mais les mines d'or historiques s'accompagnent souvent de mises en garde. Par exemple, n'entrez pas, le plafond pourrait vous tomber dessus. De plus, même si les scientifiques sont enthousiastes à propos de cette découverte, le roi est probablement agacé s'il peut réellement voyager entre les différents mondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le repos éternel du roi a été perturbé? En ouvrant et en entrant dans la tombe de Tekab Chahak, les archéologues ont pénétré dans un lieu sacré censé rester fermé. Les tombes mayas n'étaient pas simplement des trous dans le sol avec un cercueil joliment taillé. Elles étaient scellées comme des coffres cosmiques, fermés avec de la pierre, de la terre, et parfois des rituels de fermeture élaborés. L'idée, c'est qu'une fois refermée, ce que la tombe contenait ne devait plus être touché. L'archéologie à Karakol et dans d'autres villes mayas nous ont bien prouvé tout ça. Des couches épaisses et impénétrables, des offrandes définitives et des débris soigneusement déposés signifiant clairement que nul ne devait pénétrer à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui les traitent encore ainsi. Ils travaillent selon des lois et des protocoles stricts et font montre du plus grand respect pour ce que tout cela représentait pour les bâtisseurs d'origine. Cependant, il est étrange de penser à la mythologie et de se demander si Chahak va hanter les archéologues. Je suppose que nous verrons bien. Il ne devrait pas avoir peur. Il est vieux et n'a pas de dents. Peut-être qu'il les embêtera avec de la pluie. Après tout, il tient son nom d'une divinité pluvieuse, et nous ne connaissons toujours pas sa véritable puissance. Les Mayas étaient une civilisation fascinante, et leur structure compte encore parmi les plus mystérieuses que l'on puisse trouver. Bien qu'ils aient été isolés du monde connu, ils ont également construit des pyramides sans grue, cartographié le ciel nocturne sans télescope, et ils savaient
comment enterrer un roi. Caracol est plein de secrets. Une tombe cachée sous une autre tombe, un roi édenté avec un masque effrayant et le nom d'une divinité, c'est presque incroyable. Et étonnamment, on continue aujourd'hui de faire des découvertes. Alors peut-être qu'il n'est finalement pas trop tard pour moi. Mais d'abord, voyons un peu les conséquences de cette malédiction, d'accord ?